et messieurs, chers amis, chers collègues, nous avons le grand plaisir, avec Joëlle Alassard, présidente de l'APHG, d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape de notre cycle de conférences, fidèle à l'ambition culturelle de la MOPA, proposer à Paris des moments où la réflexion de haut niveau éclaire nos valeurs et nourrit notre compréhension du monde. Avec une première rencontre particulièrement marquante, nous nous réjouissons de poursuivre sur cette voie d'exigence et de qualité. Et nous avons déjà le plaisir d'annoncer notre prochaine conférence, qui aura lieu le 25 mars au lycée Henri IV, consacrée aux avocats de la République de Danton à Badinter par Jean Garrigue, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, c'est un autre type de patrimoine et de transmission que nous nous consacrons en ayant l'honneur d'accueillir une figure majeure de l'égyptologie mondiale, le professeur Nicolas Grimal, dont la carrière exceptionnelle incarne à elle seule le dialogue fécond entre science, patrimoine et diplomatie. Archéologue de terrain, autant qu'homme de transmission, Nicolas Grimal a dirigé pendant de nombreuses années l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, institution prestigieuse et centenaire qui constitue l'un des piliers de la présence scientifique française en Égypte. Il y a porté, avec une énergie visionnaire, l'idée qu'une mission archéologique n'est pas seulement un chantier de fouilles, c'est un espace de coopération internationale, un lieu où se tisse une relation de confiance durable entre chercheurs, États et communautés locales. Professeur éminent de l'Université Paris-Sorbonne, il a formé plusieurs générations de jeunes égyptologues, leur transmettant non seulement un savoir, mais une conception exigeante de la recherche comme engagement. Sa reconnaissance a trouvé l'un de ses plus hauts aboutissements lorsqu'il fut élu au Collège de France, où il occupe la prestigieuse chaire de civilisation pharaonique, archéologie, philologie, histoire, également appelée chaire Champollion, hommage symbolique à l'homme qui permit à l'Égypte ancienne de retrouver sa voie. Nicolas Grimal a en outre joué un rôle majeur dans la structuration de la politique scientifique française à l'international, notamment au sein de la Commission consultative des fouilles françaises à l'étranger, organe essentiel qui assure la qualité, l'éthique et la portée diplomatique des missions. Il a également contribué à la réflexion stratégique de nombreux instituts français de recherche hors de France, plaçant constamment le patrimoine au cœur de la coopération culturelle. À ces parcours déjà éclatants s'ajoute une distinction rare. Son élection à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'une des plus anciennes et prestigieuses institutions savantes de notre pays, puis, reconnaissance suprême, son accession à la fonction de secrétaire perpétuel. C'est là un titre qui ne récompense pas seulement une carrière scientifique exceptionnelle, mais une vision, une fidélité à l'idée que la connaissance du passé nourrit l'intelligence du présent. À travers cet engagement multiforme, il incarne à un degré remarquable la spécificité française, cette manière singulière d'articuler recherche scientifique, action culturelle et diplomatie. Depuis un siècle et demi, la France a développé une diplomatie du savoir où l'archéologie joue un rôle de premier plan. Elle permet de bâtir des liens là où parfois la politique échoue, de créer de la confiance par le travail patient, rigoureux et désintéressé des chercheurs. En cela, l'archéologue devient un ambassadeur atypique, mais souvent décisif. Comment la connaissance du passé devient un outil de dialogue? Comment le patrimoine devient un espace de coopération? Comment la science peut contribuer à la paix des esprits et à la rencontre des cultures? Cher Nicolas Grimal, nous vous remercions de votre présence et de la générosité avec laquelle vous partagez votre expérience, votre savoir et votre vision. Je vous donne maintenant la parole avec respect, reconnaissance et un immense plaisir.
Merci, Monsieur le Président. Ça marche? Oui, ça marche. Je vous remercie. En vous écoutant, j'ai vraiment l'impression de vous parler de quelqu'un d'autre. Mais cela dit, ce sont des propos très doux à entendre, bien sûr, quoique un peu trop flatteurs. Je suis très content et ému de me retrouver ici. Figurez-vous que j'ai fait mes classes préparatoires ici, à Louis-30. Évidemment, la salle était moins belle à l'époque, elle était moins grande, mais il y avait déjà des professeurs, et je salue ma collègue qui préside l'association locale ici à Guildan. Le thème de notre rencontre, effectivement, a pour but de peut-être, c'est pas un plaidoyer pour l'archéologie et la diplomatie, mais c'est, comme l'a très bien dit notre président, comment dire, une somme d'expérience qui permet de dégager quelques lignes de force qui justifient peut-être une recherche qui, pour le public, paraît assez vaine et tournée vers elle-même. La tendance est grande, en effet, de dire oh, ben, les archéologues se font plaisir en fait à eux-mêmes, ils hydratent la terre, ils trouvent des choses, et puis ensuite ils passent à la télévision, et puis voilà. En fait, l'archéologie, c'est une démarche intellectuelle qui n'allait pas de soi, et qui n'a pas été de tout temps dans notre pays. On peut même dire que l'archéologie est née justement du travail qui s'est fait en dehors de métropole. Il y a toujours eu, enfin toujours, depuis la fin du XVIIe siècle, il y a eu des recherches locales, mais qui n'étaient pas, que l'on ne qualifierait pas aujourd'hui de professionnelles, si vous voulez. Et puis, il y a eu le siècle des Lumières, le tourbillon de la Révolution, et dans le droit fil de ce tourbillon, eh bien, des entreprises tournées vers les pays extérieurs, dont les motivations n'étaient pas forcément les plus humanistes ni les plus humanitaires possibles. La conquête de nouveaux empires, les expéditions, vous savez, les libertés, la France, la Révolution, ça a fait des millions de morts quand même. Donc on a exporté une certaine image politique qui s'est fait souvent au détriment de populations. Si vous interrogez nos amis espagnols, ils vous diront que oui, la prise de Madrid était peut-être un grand succès, mais ça a coûté cher sur le plan humain, et ainsi de suite. Mais, parallèlement à ces démarches qui sont portées à la fin du XVIIIe et au début du XIXe essentiellement par Napoléon Bonaparte, mais à côté de cet aspect qu'aujourd'hui on juge, peut-être rapidement, mais qu'on juge quand même, en tout cas sur le plan humain négatif, il y a eu une volonté de répandre les idées des Lumières. Les idées des Lumières qui avaient pour moteur principal la quête de connaissance. Même lorsque quelqu'un comme Bougainville partait en expédition pour le roi, il allait chercher des nouveaux marchés, certes, mais en même temps il y avait une curiosité que l'on ne qualifiait pas encore d'ethnographique, mais qu'on aurait pu qualifier ainsi à son époque. Eh bien, il en va de même des grandes expéditions qui sont provoquées par des motifs peu scientifiques, comme par exemple l'expédition d'Égypte. Ça ne vous étonnera pas que je parle de l'expédition d'Égypte, c'est un peu mon fonds de commerce. Lorsque Bonaparte il demande vraiment, il fait le siège du ministre des Affaires étrangères, il demande à partir pour l'Égypte. En fait, son intention à lui n'est pas du tout culturelle, il veut en découdre avec les Britanniques. Et il veut faire pièce à cet empire qui est en train de s'accaparer les ressources économiques et les ressources de matières premières vers l'Europe. Pour lui, c'est couper la route des Indes aux Anglais. Bien. Il finit par obtenir la permission de partir, donc il va se livrer à une campagne qui, sur le plan militaire, va être désastreuse, mais nouveauté par rapport à ce qu'on aurait pu qualifier de croisade à une autre époque, eh bien il embarque avec lui une série, alors on parle des savants de l'expédition d'Égypte, on dirait plutôt ingénieurs aujourd'hui. C'est des gens jeunes qui possèdent une technique au sens de l'école polytechnique. Ils ont une technique qui leur permet de décrire et de comprendre les mécanismes de ce qu'ils voient. Pour vous donner une idée, les relevés de monuments pharaoniques sont faits par des gens qui ne savent pas lire un hiéroglyphe. Et pourtant, quand vous les regardez, ils sont plutôt exacts. Enfin, à quelques exceptions près.
il faudra attendre Champollion et plus de deux générations pour que ces textes soient déchiffrés. Donc, le projet de Bonaparte, qui ainsi se laissait un peu le champ libre aux politiciens parisiens, son projet était à la fois d'empêcher les Anglais de passer, mais en même temps de faire une description de l'Égypte, ce qui va être le titre de la monumentale édition que Jomard finira par mener à bien 30 ans plus tard, 35 ans plus tard. Son objectif est de faire se relever. Alors pourquoi? Pour accroître la connaissance, bien sûr, mais aussi parce que ces observations vont servir de base, du moins pour le monde contemporain de l'époque, vont servir de base à des entreprises qui vont être des entreprises de développement, on dirait aujourd'hui, de développement économique et social du pays. Toute l'industrialisation de l'Égypte, qui va avoir lieu dans le courant du XIXe siècle, cette industrialisation va se faire avec l'aide et l'appui de la France et de gens qui sont souvent des industriels ou qui sont on dirait des chevaliers d'industrie, qui vont s'inspirer justement de ces observations, par exemple la construction du chemin de fer qui va se faire par les Britanniques, parce que ça c'est quelque chose qu'ils savent très très bien faire, mais en même temps le canal de Suez, ce sont des opérations qui ont leurs racines dans l'expédition d'Égypte. Alors, c'est déjà une ouverture vers une exploitation de la relation avec les pays étrangers différente d'une simple relation de domination. Il ne s'agit plus d'aller écraser l'autre et de lui prendre ses marchés, mais il s'agit aussi d'avoir un travail de fond qui va être de plus en plus scientifique au fil du XIXe siècle, et ce travail de fond va lui-même pouvoir servir de base à des relations qui vont être différentes des relations de force que l'on a établies jusque-là avec les pays dominés. Autre expédition qui va jouer un rôle important, c'est l'expédition de Morée. Cette expédition de Morée a lieu, et du côté français, c'est l'appel à la France qui est fait pour soulever le joug de la Sunnite, c'est-à-dire le joug de l'islam, sur un pays de tradition millénaire. Donc là, vous avez tout le schéma qui va conduire les interventions françaises, puis la présence française à travers la création de l'école d'Athènes. Ça va être à la fois libérer ce peuple, et Dieu sait que cela a fait énormément de bruit pendant la guerre de libération. Rappelez-vous le massacre de Missolonghi, les interventions de Victor Hugo, etc. Tout cela a été, on dirait aujourd'hui, fortement médiatisé, et le peuple français, en tout cas les intellectuels français, se sont sentis solidaires et co-responsables de la libération des populations hellènes. Alors, présenté comme ça, ça ne peut être que positif. Les intentions ne sont pas mauvaises. Bon, derrière, il y a bien entendu la volonté d'occuper le terrain, il y a toutes sortes de choses qui sont beaucoup moins montrables. Mais en ce qui nous concerne, cela a eu un effet direct sur le regard que les intellectuels français ont porté sur la Grèce qui est, je n'ai pas besoin de vous le rappeler surtout ici, la source même de notre culture, du regard même de ceux qui sont mis en œuvre. C'est une de nos cultures mères, et cette culture mère, on la connaît surtout à travers les textes à ce moment-là, mais pas du tout dans la réalité, dans la pratique. Et c'est après la fondation de l'école d'Athènes que vont commencer les grandes fouilles. La plus grande sera la fouille de Delphes, qui a maintenant, ça doit avoir 130 ans, 140 ans, la fouille de Delphes, qui va apporter toute une masse tout à fait nouvelle pour éclairer la connaissance de la civilisation grecque. On va passer d'une connaissance scriptuelle, à travers les textes, à travers les œuvres, à une connaissance de terrain, à découvrir la réalité des temples sur le terrain, des installations urbaines, etc. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant le XIXe siècle, il y a tout un travail qui se fait sur l'épigraphie. Que ce soit à Athènes ou à Rome, l'épigraphie est une source documentaire largement supérieure à tout ce que l'on avait avant, et qui va totalement changer la façon d'aborder les recherches. Alors, encore un mot, et puis ensuite on va passer à une description plus de ces relations. De même, au début du XIXe siècle, une des spécialités françaises depuis qu'est l'orientalisme n'existe pas.
l'orientalisme, ça n'existe pas. Il y a bien des études arabes, il y a des études bibliques qui ne sont pas généralement placées dans l'orientalisme, mais on ne sait pas encore lire les hiéroglyphes, on n'instrumente pas la base documentaire. Il faut attendre Champollion, il faut attendre la création d'une première chaire d'archéologie au Collège de France en 1935. C'est-à-dire qu'auparavant, on ne parle pas d'archéologie, on ne parle pas d'orientalisme, en fait, on ne parle de rien du tout de tout cela, car la notion même n'existait pas. Il va y avoir là une rencontre entre cet orientalisme naissant qui va naître parce qu'on déchiffre les langues, qu'on a accès aux monuments, et donc on va commencer à travailler dessus, et sur le plan national, un mouvement qui se développe en réaction à la Révolution. L'archéologie nationale est commence à se développer parce que l'idée domine au moment de la Restauration qu'il faut réparer les dégâts de la Révolution. Alors, il faut dire qu'effectivement, beaucoup d'édifices religieux, beaucoup de domaines du clergé ont profondément souffert. Donc, on va développer d'abord une réflexion archéologique pour reconstituer, d'où des œuvres comme celle de Vieux-Luc, qui aujourd'hui nous paraissent ne serait pas acceptable au terme de la Convention de Venise, mais qui sur le moment était la remise en état telle que antérieure, plus neuf que neuf, si vous voulez, deux bâtiments qui avaient souffert. Et les deux vont amener, du moins en France, à une réflexion sur le bâti historique et du coup sur le bâti antique, et vont commencer à suggérer des entreprises qui vont être liées aux communautés locales. Donc, on invente, si vous voulez, la méthode en même temps qu'on invente la discipline, et la convergence des deux va faire qu'au milieu du XIXe siècle, le terme même d'archéologie va commencer à être employé, et puis on va mettre en place, il va y avoir en France, surtout au fil après le Second Empire, il va y avoir petit à petit les structures qui vont se construire, qui vont définir ce que sont aujourd'hui les circonscriptions archéologiques, ce que sont les grandes écoles. J'ai évoqué Athènes, il y aura ensuite Rome, puis le Caire, et puis la Casa de Velázquez à Madrid, et enfin l'école française de l'Extrême-Orient, beaucoup plus diverse, diffuse dans le monde, mais qui est actuellement basée à Paris pour son siège principal. C'est-à-dire que cette communauté qui est la nôtre, elle va se constituer en même temps que les méthodes de travail, et en particulier la méthode Wheeler, c'est-à-dire la méthode de fouille en stratigraphie. C'est très tardif, ça apparaît dans les années 80 du 19e siècle. Et à partir de là, va se définir une archéologie professionnelle qui va ensuite évoluer entre le métropolitain et l'extra-métropolitain. Donc vous voyez, on est dans une discipline qui n'a pas 2 siècles, en fait. Et cette discipline qui n'a pas 2 siècles, petit à petit, elle va contaminer, si j'ose dire, des disciplines traditionnelles. Quand moi, je faisais mes études et que j'étais jeune chercheur, ça ne remonte pas à l'ancien empire égyptien quand même, enfin, presque. À cette époque-là, dans l'égyptologie, il y avait une seule tendance qui était celle de la philologie de l'épigraphie. Être égyptologue, c'était travailler sur les hiéroglyphes, c'était dans le droit fil de l'école allemande du début du XXe siècle, c'était ce qui apportait l'étude des textes et l'étude des sources. Et je me souviens, quand je suis parti au Caire comme jeune membre scientifique, tout de suite, moi j'étais philologue et historien, donc je travaillais sur les sources essentiellement. Je me suis mis à l'archéologie, j'ai appris mon métier auprès de ceux qui savaient, et puis je me suis en particulier intéressé à un matériau qui n'intéressait que très peu mes collègues, qui est la céramique. Vous allez me dire, la céramique, quand vous travaillez sur des modèles de peau dont vous avez des milliers d'exemplaires, c'est un peu répétitif, c'est un petit peu lassant. Et puis, certains de mes collègues, Jeanne, me disaient, mais écoute, qu'est-ce que tu fais à t'embêter à ça, tu as déjà travaillé, tu as publié des textes magnifiques, continue comme ça. Non. Je me suis enferré, si je puis dire, et j'ai continué à considérer que l'approche d'une culture antique ne pouvait pas être sur une seule voie. Elle devait être forcément polyphonique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre
une civilisation, restons dans l'exemple égyptien, en ne vous intéressant qu'aux inscriptions des temples ou aux contrats. Imaginez que vous ne découvriez votre propre civilisation qu'à travers les églises et les cimetières. Il est clair qu'il y aura des manques dans votre connaissance culturelle globale. Et ça, cette idée-là, elle a mis du temps à pénétrer dans le monde classique, puis chez les orientalistes, où maintenant elle est à peu près le dogme reçu. Et ça a mis très longtemps. Tout cela pour vous dire que les choses ne sont pas aussi monolithiques et figées qu'on pourrait le penser, et que l'archéologie n'est pas moi. L'archéologie, surtout l'archéologie à l'étranger, mais aussi l'archéologie nationale aussi, dans une certaine mesure, est un champ en perpétuelle évolution. Il n'y a pas, prenez un exemple plus lointain, les structures culturelles et urbaines de l'Amérique centrale précolombienne, les Mayas, les Aztèques, toutes ces civilisations que vous adorez sans vraiment les connaître. Bon. On a fait des progrès énormes dans leur connaissance, d'abord parce qu'on a déchiffré les langues mieux, on les connaît mieux, mais aussi parce qu'on a pu récemment interpréter des structures qu'on ne voyait pas, parce que ce sont des pays en grande partie recouverts par la forêt vierge. La forêt vierge, quand vous êtes dedans, vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe, par l'application, c'était pas bon. J'ai fait une bêtise. Non, ça fait été automatiquement. Ah, je croyais que c'était moi qui allais m'éteindre automatiquement, mais ça arrivera, mais on va essayer. Obligé de remonter pour le remettre. Ben non, mais je peux appuyer de temps en temps. Si vous voulez. Non. Donc je disais que ça, c'est ce que je vous parle, ça a une vingtaine d'années. Les progrès dans les techniques laser ont permis aujourd'hui d'avoir des images aériennes de ces zones absolument impénétrables qui permettent c'est le lidar, si vous voulez, qui permettent de supprimer les couches qui ne sont pas faites de pierre et or. Et tout d'un coup, quand vous travaillez les photos lidar, vous voyez apparaître les structures, exactement comme autrefois, après la Seconde Guerre mondiale, quand les pilotes de la RAF photographiaient les champs et qu'ils se rendaient compte au moment des récoltes qu'on voyait apparaître des structures sous les épis de blé ou le maïs. C'est la même chose. Donc ça, c'est quelque chose qui, il y a 20 ans, n'était pas soupçonnable. Aujourd'hui, votre téléphone portable a une lampe laser, qui est une lampe lidar. Donc ça va très vite, et ça permet d'évoluer, et surtout ça permet d'apporter de nouveaux éléments qui vont enrichir la connaissance. Alors évidemment, dans tout ce qui est sciences de la vie et de la Terre, nous bénéficions de tous les apports de cette recherche. En d'autres termes, l'archéologue, aujourd'hui, il est multiforme, ou en tout cas, il travaille dans des équipes pluridisciplinaires. Alors, je ferme ce qui est en train de devenir une parenthèse. Bien, revenons à notre sujet. Ce qui fait qu'il y a un développement technique très fort dans l'archéologie nationale, et vous avez le même développement dans l'archéologie extramétropolitaine, mais qui va s'accompagner d'une autre démarche. Quand vous fouillez en France, vous êtes face à vous-même, vous êtes face à d'autres vous-même qui parlent la même langue, qui ont la même culture, etc. Donc vous n'avez pas forcément la même attention à la population avec laquelle vous travaillez. Quand vous êtes dans une culture qui est totalement étrangère à ce que vous êtes, totalement déconnecté, vous êtes obligé de faire un pas vers les autres. Le premier pas, généralement, ça consiste à parler la langue du pays dans lequel vous êtes. Et puis l'archéologue étant dans la longue durée, un travail archéologique ne consiste pas en quelques années, c'est généralement beaucoup plus long que ça, eh bien vous entrez petit à petit dans la familiarité du pays que vous connaissez mieux, avec lequel vous communiquez mieux. Et par exemple, moi je connais des familles depuis 3, 4, 5 générations en Égypte, et j'accueille. Et je leur suis fidèle comme ils me sont fidèles. Mais ce qui fait que vous avez une entrée dans le pays qui est quelque chose de très particulier, qu'un touriste ne pourra jamais avoir, parce que le touriste passe. Vous restez. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, face aux données politiques, ça donne une profondeur très grande. L'archéologue se trouve bien souvent l'allié
du diplomate, parce qu'il va avoir une approche plus longue, plus fine peut-être qu'un diplomate qui passe 3 ans dans un pays et puis qui passe à autre chose. Ça, c'est pour vous expliquer le mariage entre la diplomatie et l'archéologie, qui est le thème que je voulais aborder devant vous. Ce mariage, il a une autre cause plus historique, c'est que, comme vous le savez, depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu des tentatives pour transformer les relations internationales en autre chose qu'un champ de bataille permanent. C'est la Société des Nations, c'est l'Esprit de Florence, l'Institut de Florence, etc., où l'idée se fait jour au fil des générations et des difficultés, qu'il y a une autre façon d'entrer en contact avec les peuples que de leur rentrer dedans. Et on peut le faire en imposant sa propre culture, ça c'est pas non plus une très bonne idée, mais on peut le faire en les aidant à assumer leur propre culture. Et ce courant-là se développe très fortement entre les deux guerres, de savoir qu'il y a un savoir français qu'on peut exporter, qu'on peut transplanter, et qu'on peut faire croître et pousser comme une belle plante. Cette idée, elle va être confortée par la situation géopolitique internationale. Entre les deux guerres, le foyer essentiel de conflits potentiels en dehors de l'Europe, c'est le Levant et le Proche-Orient, avec en arrière-plan les luttes pour la possession des gisements de gaz et de pétrole, dans lesquels, encore une fois, vous allez dire que je suis anti-britannique, mais dans lesquels, encore une fois, nos collègues et amis britanniques excellent. Donc, pour eux, les conquêtes territoriales, c'est des conquêtes de potentiel économique et énergétique. Alors, c'est intéressant de savoir ça parce que, en même temps, pour des raisons aussi économiques, mais antérieures à la question du pétrole, la France avait, au XIXe siècle, noué des relations très fortes avec l'Irak, par exemple. À l'époque, avant l'arrivée des Anglais, si je puis dire. Et cette relation, elle avait été alimentée par la curiosité de certains diplomates. Des consuls en place découvraient, en venant sur le terrain, l'archéologie, surtout quand ils étaient dans des pays à patrimoine archéologique très, très riche. C'est ainsi que certains ont entrepris des fouilles. Bon, vous connaissez Khorsabad, qui est une des gloires du Louvre, enfin, tant qu'il est encore debout, et puis du musée de Berlin. Eh bien, ce sont donc le consul de France à l'époque qui faisait financer par Paris des fouilles et puis qui ensuite les faisait revenir en France et elles sont allées alimenter les musées. Alors tout ça a conforté, s'est fait petit à petit avec la constitution des grands musées du 19e. L'idée s'est fait jour qu'on pouvait avoir un échange culturel par l'exemple, si je puis dire, par les monuments eux-mêmes, et que cet échange culturel était bénéfique à tout le monde. Or la France s'est trouvée devant une difficulté, mais une gageure qui était de faire fonctionner le mandat qui s'est été construit, qui est à l'origine du découpage de la Syrie, du Liban, de l'Irak, etc. Alors d'un côté, les Anglais étaient beaucoup plus intéressés par les pétroles de Mossoul et de Bassora, mais ces pays-là se retrouvaient avec un gros patrimoine archéologique, qui est un des plus importants au monde, mais sans cadre constitué. Or, la France avait l'expérience de la constitution de cadre archéologique qu'elle avait inventé avec l'Égypte au cours du XIXe siècle. C'est Mariette dirigeant et la création du service des antiquités. C'est-à-dire que la France avait une expertise certaine dans la création des outils de conservation du patrimoine. Et cette connaissance-là a fait que, très naturellement, on a voulu la transplanter en Syrie, au Liban, en Irak. Et ça s'est fait parce qu'il y avait la volonté d'un homme extraordinaire. Si on devait faire une célébration nationale à son propos, je proposerais tout de suite son nom, c'est Henri Seyrig. Henri Seyrig, qui a connu dans sa chair la guerre, puisqu'il a combattu au Dardanelles, il a été blessé, décoré, donc il est sorti de la guerre de 14, héros militaire. Et les Dardanelles l'ont mis au contact de la culture grecque. Il en est tombé amoureux. Amoureux au point de faire des études pour entrer comme membre à l'école d'Athènes, ce qui fut fait.
il est devenu membre de l'école d'Athènes. Et là, il a commencé une carrière dans l'archéologie qui l'a amené à diriger, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les antiquités du Liban, où il avait transplanté le système français qu'il était en train de construire. Et puis, Seyrig, on ne se refait pas, patriote depuis toujours, a rejoint le général de Gaulle au moment de l'appel, et ils ont cheminé ensemble pendant 3 ans. Et ces deux hommes qui connaissaient la guerre, qui connaissaient la violence qu'ils avaient vécue dans leur chair, avaient en fait la même préoccupation de préservation de la culture et de développement de la culture. Et ils se sont très bien entendus, tous les deux, si bien entendus que lorsqu'il s'est agi de mettre en musique ce qui avait commencé le Front populaire en 1936 en créant le CNRS et qui était resté inachevé pour l'archéologie, parce qu'il y avait une commission 36 qui avait été faite, qui n'a jamais fonctionné, eh bien à ce moment-là, ils ont dit ben, on va créer une structure dans le cadre des affaires étrangères qui va pouvoir mettre le réseau des affaires étrangères à la disposition des chercheurs, et en même temps ces chercheurs vont trouver un appui et un lieu d'évaluation, c'est la commission des fouilles, dont on va fêter les 80 ans cette année, et cette commission des fouilles va pouvoir être la justification du service des affaires étrangères pour mettre en œuvre ce que ni la Société des Nations, ni l'école de Florence, ni l'UNESCO ne sont arrivés à faire, ou l'invitent à faire, c'est-à-dire une sorte d'international archéologique qui soit pilotée et suivie scientifiquement de manière sérieuse et qui permette une véritable collaboration avec les pays. Alors je veux dire, moi, ça fait depuis 89 que je fonctionne dans cette commission, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce que ça respecte le principe de partage et d'éducation. Vous n'allez pas chez votre voisin pour dire que pousse-toi là, tu es incapable de gérer ton patrimoine, mais au contraire, vous le faites bénéficier de votre expérience, vous apprenez sa propre expérience, et de cet échange naît un réseau scientifique qui survit généralement à peu près à toutes les traverses politiques, à toutes les guerres ou autres. Pendant la Syrie, pendant les dernières années où la Syrie n'était plus fréquentable politiquement parce que notre pays n'avait pas de relation avec la Syrie, donc pendant 12 ans, nous avons continué à travailler avec nos collègues syriens, sous le radar, si je puis dire. Et parce que, par exemple, vous vous rappelez cette histoire terrible à Palmyre, quand ce conservateur a été kidnappé par Daesh, puis massacré parce qu'il refusait de dire où il avait dissimulé les statues du site. Donc ça, on n'a pas pu l'empêcher, parce que nous ne sommes que des archéologues. Une truelle contre une Kalachnikov, ça ne fonctionne pas. Mais, en revanche, on a pu exfiltrer sa famille, on a pu sauver la famille en passant par Alep, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une complicité qui se faisait, et cette complicité elle est d'autant plus intéressante qu'elle n'est pas uniquement entre gens comme moi, mais elle met en œuvre toute la chaîne de l'archéologie. Vous avez les archéologues, les fouilleurs, les ouvriers, les gens du coin, etc. C'est-à-dire qu'il y a une complicité qui fait qu'on se retrouve autour des valeurs patrimoniales du pays sans savoir à chercher de quelle nationalité est tel maillon de la chaîne ou pas. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Alors j'en ai eu évidemment tout au long de ces années pas mal d'exemples. Quand on a eu la guerre du Golfe, par exemple, la première comme la seconde, c'était la même chose. Moi, à cette époque-là, j'étais en poste au Caire, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on avait un contact direct avec les populations qui nous permettait d'abord d'avoir de l'information, ce qui est toujours difficile dans ces situations de conflit. Et c'était tellement vrai que nous avions constitué avec entre collègues, il y avait les Américains, les Allemands, les Italiens, nous et un Anglais. On avait constitué un groupe informel de diplomates. Et on se voyait tous les 15 jours pour faire le point. Et ce point, d'un commun accord, on faisait remonter vers nos hiérarchies, ce qui pouvait être important et intéressant, non pas pour des fins politiques ou autres, mais pour la compréhension des mécanismes qui est en train de se faire. Ça a pas mal fonctionné, ça aussi. Mais c'était un peu la limite, parce qu'on sortait de l'informel pour entrer dans des choses plus carrées, etc. Et ça, il faut toujours rester un petit peu entre les deux. Mais, de ce type de coopération, bon, ce ne sont que des exemples, il y en a d'autres,
de ce type de coopération naît d'abord un sentiment de dépassement des identités nationales, ce qui est important, et en même temps l'idée que l'identité patrimoniale et nationale du pays lui appartient, que nous ne sommes que des êtres, des initiateurs et des collègues. Alors c'est pas facile parce que ça veut dire qu'il faut apprendre à travailler avec des cultures et avec des formes de pensée qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les collègues qui travaillent en Chine, par exemple, on en a une, Corinne de Francfort, qui fait un travail extraordinaire en pays ouïghour, avec les populations nomades. C'est 30 ans d'investissement, il a fallu apprendre pas seulement le russe, mais aussi le chinois, etc. Bon. Et on fait tout ça. Si vous travaillez dans un pays arabe, vous allez parler de la langue du pays, sinon ça ne sert à rien. Alors, ce sont des choses qui n'apparaissent pas quand on voit les grandes découvertes, mais en fait qui sont le quotidien de l'archéologue. On dit souvent que l'archéologue est le premier arrivé et le dernier parti. C'est vrai. Le premier arrivé parce que ça prend du temps, il faut prendre la mesure des choses, voir où on est, puis le dernier parti parce que qui se soucie de l'archéologue perdu dans la masse? On n'existe pas. Et c'est une force extraordinaire. Mais ensuite, on peut, une fois de retour dans notre pays, avoir une action. C'est ce qui vous explique qu'à chaque fois qu'un archéologue ou un anthropologue se fait kidnapper par un pays ou autre, toute la communauté est en émoi. Parce que ça, c'est la remise en cause de tout un système. Certes, les individus sont importants, mais c'est la remise en cause de tout un système qui fonctionne bien, mais dont les gens n'ont pas forcément conscience. Alors, j'arrête mon petit laïus moralisateur, et je vous entends bien en mode de fonctionnement. Le rôle donc des affaires étrangères est de garantir à la fois la valeur scientifique, ça c'est notre travail, puisque les évaluateurs, il y a une quarantaine à peu près de collègues, les évaluateurs de la commission des fouilles, qui évaluent chaque année 200 dossiers à peu près, c'est maintenant, ça fait des soirées sympathiques, et sont eux-mêmes évalués, puisqu'on s'efforce d'avoir dans cette instance-là des gens qui sont eux-mêmes des archéologues, et donc on a ainsi une évaluation constante et commune, et puis c'est moi qui dirigeais ça jusqu'à ces dernières années, j'ai fait venir des collègues, en particulier allemands, pour avoir un autre regard sur ce qu'on fait. Et alors, ces 200 missions, on en garde 160. Parce que les financements, évidemment, ne sont pas extraordinaires. Et le financement est d'ailleurs assez théorique, puisque c'est un tiers. L'affaire étrangère finance à peu près pour un tiers les missions. Une mission, ça coûte en moyenne entre 50 000 et 100 000 euros pour une mission. Mais c'est bon, multiplié par 160, ça fait quand même pas mal d'argent. Les missions devant trouver les deux autres tiers ailleurs, évidemment tout cela entre en compte dans l'évaluation. Mais surtout, ce que les affaires étrangères rapportent, c'est l'efficacité de leur réseau. C'est-à-dire que chaque ambassade, chaque poste diplomatique est impliqué. Celle que les archéologues sont là, les connaissent, les voient et leur servent d'intermédiaire avec les autorités locales. Donc c'est un réseau à l'échelle de la planète. D'ailleurs, notre commission est divisée en 5 sous direction, une par continent. Oui, nous sommes un peu orgueilleux, mais quand même. Mais avec des continents, vous avez 40 à 50 missions. C'est quand même pas mal. Alors, ce mélange est harmonieux parce que les chercheurs sont payés par leur institution, généralement le CNRS, l'université, voire des intervenants privés maintenant de plus en plus, qui arrivent à trouver des financements en se faisant payer pour fouiller. Donc c'est un phénomène unificateur au niveau de la profession, déjà, ce qui est déjà une belle chose. Maintenant, de plus en plus, les programmes internationaux, en particulier européens, permettent de travailler à une plus grande échelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir, via des ERC, via des contrats européens, on peut avoir des moyens qui sont généralement limités dans le temps, mais qui permettent de passer à la vitesse supérieure. Et puis, nous jouons notre petit rôle dans notre académie, puisque nous distribuons des prix, des encouragements à hauteur. Cette année, l'an prochain, ça va être à peu près 400 000 euros, ce qui n'est pas négligeable si vous pensez que l'affaire étrangère met 2 millions, c'est pas bon. Qui, alors évidemment, repose sur des résultats, ces financements, et
donc une sorte de récompense, si vous voulez, en même temps qu'une incitation. Alors, la vraie question qui est derrière ça, c'est quel prix attache-t-on à la culture et à la culture comme outil. On parle de diplomatie d'influence, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une diplomatie qui, d'une certaine façon, permet d'ancrer plus fortement la relation d'un pays avec ses partenaires. Mais on est passé, j'espère que vous en avez pris conscience en m'écoutant, on est passé d'une relation de dominant à dominé à une relation d'égalité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler en Égypte et au Levant, j'avais affaire à des collègues locaux qui n'étaient pas formés au même niveau que nous l'étions nous. Pourquoi? Parce que vous avez des choses très simples, c'est que quand vous êtes arabophone et que vous ne lisez que l'arabe, vous n'avez accès à l'information qu'en arabe. Or, l'information en arabe, elle vient en traduction d'une traduction. Donc, ce qui est en pointe dans notre pays sera diffusé 20 ans, 30 ans plus tard dans le pays arabe. Parce que les maisons d'édition n'ont pas tellement envie d'imprimer pour des pays où il n'y a pas de gain à faire, etc., etc. Donc il y a ce temps de la transmission qui est un temps long, de génération. Hein. Ça fait qu'on ne pouvait pas avancer à la vitesse. Donc, un des premiers objectifs a été de faire de la pédagogie, faire en sorte d'avoir des formations qui permettent aux partenaires locaux d'accéder au même niveau de formation. Mais alors, me direz-vous, comment? On les envoie en Europe ou on les laisse dans le pays? On a tout fait. Envoyer en Europe, ça coûte cher parce qu'il faut assumer la scolarité pendant plusieurs années, généralement jusqu'au doctorat, donc ça représente beaucoup d'argent. Ensuite, quand les gens rentrent chez eux, ils vont très vite être déqualifiés, pas disqualifiés, mais déqualifiés, simplement parce que, comme ils ont des titres, on va leur donner la direction des administrations, etc. Ils feront de la paperasse et ils font plus de recherche. Et ils n'enseigneront pas. Alors on avait essayé dans les années 90, donc à l'époque où j'étais au Caire, on avait constitué une filière qui était une filière en français, à l'intérieur de l'enseignement en arabe de l'université de Giza. Donc on avait une trentaine d'étudiants qui suivaient le cursus normal et qui avaient une sorte de cursus augmenté qui les obligeait à connaître une langue étrangère, et qui en même temps leur permettait, puisque c'est nous qui leur passions, la documentation et les connaissances au fur et à mesure où elles se faisaient, exactement comme moi je travaille dans mon bureau, je prends la dernière revue. Bon. Ça a pas mal fonctionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, avec un quart de siècle de recul, certains sont encore en place, sont restés dans le pays, parce qu'ils ne se sont pas sentis déclassés par rapport à ce qu'ils auraient connu en Europe, et on veut même commencer à transmettre. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, c'est comme la noria, il faut la lancer, puis une fois que vous l'avez amorcée, à ce moment-là, les choses commencent à se mettre en place, avec de temps en temps des petites révisions, parce que le savoir, ça a tendance à se dissoudre un peu avec le temps. Et donc, on a fait ça, alors qu'on n'a pas énormément de recul pour l'Égypte, parce qu'on a à peu près 30 ans, oui, à peu près 30, 40 ans de recul. Ce n'est pas devenu un phénomène de masse, hein, bien évidemment, mais chez nous non plus. Ces études-là ne sont pas un phénomène de masse. En revanche, l'avantage, c'est que ça a généré une appropriation de la documentation beaucoup plus forte. Alors que les gens que nous avons formés se sont eux-mêmes mis à traduire en arabe, et ainsi de suite. Donc, le public arabophone a un accès beaucoup plus direct, mais beaucoup plus rapide maintenant à la vraie documentation. Parce que la gageure est qu'il faut faire cela à moindre frais. Si vous allez demander de l'argent à votre gouvernement pour former les chercheurs d'un autre pays, il a tendance à vous dire, écoutez, on a des organismes de coopération, d'accord, mais on ne va pas aller plus loin. Et ça, c'est un vrai obstacle. Donc ça, si vous voulez, on arrive aujourd'hui à avoir, dans les rencontres internationales, à avoir des collègues, quel que soit le pays, qui viennent et qui participent, qui profitent et qui participent pleinement à des échanges presque à égalité. Je dis presque à égalité,
Parce qu'il reste un problème qui est un problème que normalement la francophonie devrait essayer de régler, pas que la francophonie d'ailleurs, qui est celui de la langue dans laquelle s'exprime la langue. Parce que quand vous êtes arabophone, je ne sais pas, vous parlez de tamoul, hindi, ce que vous voulez faire, encore que non, là, l'anglais est très répandu. Eh bien, si votre anglais, que généralement la langue que tout le monde emploie, est pauvre, votre pensée sera pauvre. Si vous avez 200 mots de vocabulaire, vous aurez à peine 200 concepts à manier. Alors que si vous parlez dans votre propre langue, là, vous avez toute liberté de vous exprimer à votre aise. Ça, c'est un des chantiers sur lesquels nous travaillons actuellement. Faire en sorte que les gens communiquent dans leur langue et qu'on fournisse les éléments qui permettent de transcrire ou de traduire. Je dis bien transcrire ou traduire. Parce que quand vous voulez traduire, par exemple, un manuel ou un livre de restauration patrimoniale, restauration de céramique ou autre, pour rester dans l'exemple de l'arabe, l'arabe ne possède pas les mots. Il faut donc inventer, trouver des équivalents qui soient perceptibles. Donc c'est tout un autre travail. Vous voyez, la recherche, si on voulait qu'elle soit un véritable outil de coopération, demanderait d'abord beaucoup plus de moyens que ce qu'elle a, mais en même temps demanderait la mise en œuvre de compétences beaucoup plus nombreuses. Alors, on fait des progrès de ce côté-là, même si je ne suis pas très favorable par définition. Tout ce qui est procédure automatique aide beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, les traductions automatiques que vous pouvez avoir permettent un accès beaucoup plus rapide à des données qui vous échappent. Si vous voulez faire l'expérience, prenez, je ne sais pas, un mode d'emploi en japonais ou en chinois, prenez votre téléphone, photographiez et demandez une traduction. Vous verrez que souvent la traduction arrive en quelques secondes et qu'elle n'est pas si fausse que ça. Donc c'est un outil de base qui peut être utile et qui peut permettre un accès à des gens peu formés. Et d'un autre côté, ça ne dispense pas de la formation réelle qui passe toujours par l'humain. On le voit, on a fait, c'était il y a 2 ans, avec Catherine Bréchignac, on avait fait un séminaire de formation patrimoniale à destination des pays en guerre, donc on avait fait venir, travailler tous les niveaux, administration, scientifique, etc. Et ils ont fait 15 jours de séjour, ils ont vu donc une kyrielle de spécialistes. Eh bien, le bénéfice a été immédiat. Là que le contact qui permet le jeu de questions-réponses, d'interrogation, a été absolument immédiat. Et j'ai suivi personnellement au Liban et en Syrie pour voir ce qui se passait, ce que ça donnait, et c'est en train de se répandre et d'avancer. Donc, c'est en fait un travail qui n'est pas que scientifique, ce qui vous explique qu'en France, l'archéologie à l'étranger dépend de la direction de la mondialisation et de la francophonie. On est dans un mouvement qui est assez rassurant, puisqu'il est dans la droite ligne de ce que je vous présentais en début, tout à l'heure, l'esprit des Lumières, qui est la volonté de communiquer, de partager et d'aider. Il ne faut pas avoir d'ego. Il ne faut pas vouloir montrer qu'on est meilleur que l'autre. Ce que actuellement le président Trump est en train de faire est une catastrophe. Parce qu'il est en train de massacrer, justement, en transformant en relation de pouvoir et d'égo, il est en train de massacrer toute la recherche dans son pays. Et ça, vous savez, il faut une génération pour faire des crétins, pour les rendre intelligents, il en faut plus d'une. C'est, croyez-en le prof, ça prend du temps. Et là, on voit à quel point c'est fragile, à quel point ces relations qui sont fort importantes et fort intéressantes sont toujours fragiles. Et il suffit de peu de choses pour que ça disparaisse. Si vous prenez l'exemple de disciplines rares, je suis le représentant de disciplines rares, certes. Prenez par exemple la hittitologie. On n'a pas le front de vous demander si vous savez ce que c'est que la hittitologie. La hittitologie, c'est l'étude de la civilisation hittite. La civilisation hittite, c'est l'Anatolie jusqu'à l'Arménie. C'est d'ailleurs les ancêtres des Arméniens, c'est Urartu, etc. Donc ce sont des cultures qui ont joué un grand rôle, qui ont laissé des traces écrites, monumentales, fort importantes. Elles n'existent plus en France. Moi, je l'ai connue existante.
Ça n'existe plus. Le dernier titulaire n'a pas voulu, pu, etc., former de successeurs, ce n'est plus enseigné en université, et c'est devenu uniquement une discipline de référence pour la linguistique, parce qu'effectivement, elle a son importance en linguistique. C'est ce qui va se passer probablement assez rapidement pour la sériologie. En songez que la sériologie est une discipline française, inventée en France, je peux dire, je l'opère, et qui a connu son développement en France. C'est fragile, la connaissance. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est plus fragile qu'une jolie fleur. On ne peut pas la quitter des yeux un instant. Il faut être prêt toujours à la développer et surtout à la partager. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Ça va. Je vais peut-être t'en conclure. Alors, dans mon propos, comme vous l'avez vu, un peu décousu, qu'est-ce qu'on pourrait retenir pour synthétiser le propos? Bon, d'abord, j'espère vous avoir rendu sensible le rôle de notre pays dans la constitution de cette archéologie, et surtout cette archéologie à l'étranger. Mais attention, ne triomphons pas trop vite. En Allemagne, il y avait une chaire consacrée à l'archéologie au XVIIe siècle. Chez nous, rien du tout. Il faut attendre 2 siècles de plus. Donc on n'est quand même pas les premiers à arriver. En revanche, mais parce que les aléas de l'histoire, de la guerre ou autres, ont forcé les Allemands à reconstituer à plusieurs reprises ce qu'ils ont perdu, nous sommes restés pionniers dans le domaine justement de la coopération, de la diffusion du savoir et de la connaissance. Ça, c'est à notre honneur, indubitablement. Maintenant, comment dire, il faut savoir ce qu'on en fait. Si vraiment notre pays est le pays du développement intellectuel, le pays des Lumières, s'il l'est encore, il faut lui donner les moyens de le continuer. Pour cela, il faut que les disciplines fondamentales de la culture soient enseignées, pas dans cette enceinte que je vous l'apprendrai. Et là aussi, c'est un combat que nous menons dans notre académie aussi, où il faut être sur toutes les suppressions de postes, etc. C'est important. Il faut aussi assurer des débouchés aux jeunes générations suffisants pour qu'elles s'intéressent. Parce que vous savez, quand vous vous lancez dans l'archéologie, c'est pas pour faire fortune. Ça, si c'était ce que vous pensiez, je suis désolé de vous décourager, mais il y a peu de chance. Faites un métier qui rapporte, mais pas ça. Au contraire, ça vous coûtera. Donc, il faut aussi avoir une motivation forte. Cette motivation, elle peut être surtout d'ordre intellectuel, d'ordre affectif, ou ce que vous voulez, mais elle ne sera pas matérielle. Pour cela, il faut aussi que les universités jouent le jeu et développent de la recherche fondamentale en sciences humaines. Je dis bien en sciences humaines. Le reste, ça va, on sait faire. Mais les sciences humaines, ça ne paraît pas rentable immédiatement. Or, ne serait-ce que par l'exemple de l'archéologie à l'étranger, ça l'est rentable. C'est souvent beaucoup plus rentable qu'une attitude purement politique ou économique. Donc ça aussi, il faudrait le peser. Mais pour pouvoir le peser réellement, il faudrait, mais ça croyez-en, un vieux briscard de l'éducation nationale, il faut avoir aussi des interlocuteurs qui aient l'envie et la durée. Je ne veux pas faire de mauvais jeux de mots. C'est pas la peine. Si je vous demandais quels sont les noms des ministres du gouvernement actuel, vous auriez peut-être du mal. Donc, mais ça, on a survécu. Regardez la 4e République, il y a quand même, pas bien, mais il y a quand même survécu. Non, il faut qu'il y ait une politique constante et que cette politique soit suivie. Combien de suicides parmi les élèves et les profs? Ça, de mon temps, ça n'existait pas. Il y avait une belle sonnerie. Donc c'est impressionnant. Franchement, voilà. Au début, je croyais que c'était pour moi, mais bon, même pas. Oui, je disais qu'il faut aussi, et ça, c'est citoyens jeunes que je vois là, dans la salle, il faut aussi savoir où on met les priorités. Et je ne pense pas que
la société idéale, heureuse du futur soit sans culture. Absolument pas. Au contraire. Il faut qu'elle s'appuie sur une culture et qu'elle donne envie de continuer. C'est ça aussi. Quand vous allez dans les métiers de la culture, vous trouvez des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et ça aussi, c'est important. Comment résoudre cette équation dans des pays à une époque où on vous dit qu'il faut rogner sur tout, il ne faut pas dépenser, il ne faut pas ceci? C'est sûr que si vous raisonnez comme ça, vous n'arriverez pas à grand-chose. Il faut se projeter peut-être plus dans l'avenir et se rendre compte que les pays qui n'ont pas d'histoire, ou qui ne connaissent pas leur histoire, ou qui ne veulent plus connaître notre histoire, suivez mon regard anti-wokiste, ces pays-là sont voués à la destruction. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas d'où vous venez, comment pouvez-vous savoir où vous allez? Vous n'y arriverez jamais. J'ai eu une expérience, une petite anecdote, c'est de mon âge. Petite anecdote, quand j'étais prof au Collège de France, donc de l'autre côté, enfin non, je suis de côté là. Jacques Lorenski, qui avait été administrateur, qui était neuropharmacologue, avait monté un partenariat avec la ville d'Aubervilliers et son ami le député maire, tous les deux anciens membres de la même cellule du PC. Et l'idée c'était, les professeurs du Collège de France vont aller à Aubervilliers, dans des lycées dits défavorisés, et ils vont donner des conférences, et leur présence radieuse et rayonnante va entraîner un mouvement extraordinaire, et tout Aubervilliers va se mettre à la culture. Pourquoi pas? Et puis un jour, mon ami Jacques me tape sur l'épaule, il me dit, écoute, c'est ton tour d'y aller. Bon, d'accord, très bien. Donc je suis parti pour Aubervilliers, où j'étais accueilli par Jacques Ralit, qui était le partenaire, bien sûr. Et là, à ma grande surprise, moi je venais faire une conférence devant des élèves. Ma grande surprise, il n'y a pas un seul élève. Mais c'était au lycée Le Corbusier, dans le grand hall du lycée Le Corbusier. Mais il y avait la télévision qui filmait, il y avait Jacques Ralit, il y avait tout l'arrêtage politique du 9-3, quelques parents d'élèves, et on a commencé par une prestation moyenne par les élèves du conservatoire local qui ont joué une petite haïdonnerie approximative mais sympathique. Puis est venu un grand discours politique de Jacques Ralit. On a parlé de Baïkonour, on a parlé de toutes sortes de choses passionnantes. Puis à la fin, c'est-à-dire ça faisait déjà 3 quarts d'heure que la chose durait, on m'a demandé de venir et de faire ma conférence. J'ai fait ma conférence, qui depuis a été publiée, hélas. Et ensuite, il y avait, dans la grande tradition populaire que vous connaissez, un grand buffet, en campagnard, j'allais dire gratuit. Et donc, tout le monde se précipitait sur un mauvais saucisson et une mayonnaise de basse qualité. Ça ne m'a pas plu, vous vous en rendez compte. J'étais pas content. Donc, je faisais un peu la gueule dans mon coin, ce qui n'était pas bien, parce que c'était au principe moi l'invité, donc j'aurais pas dû. Et puis, une prof de philo est venue vers moi, qui avait l'air assez atypique. Elle m'a dit, vous n'êtes pas content? Ah, j'ai dit, moi, je suis pas content. Je venais rencontrer des élèves, pas un meeting politique. C'était pas ça, la meeting. Ah bon, très bien. Et elle me dit, mais si vous voulez, moi, j'anime un groupe de jeunes, là, on essaie de faire des initiés au théâtre, à la pensée philosophique, enfin, des choses comme ça. Les jeunes, c'était généralement soit des terminales, soit des bacs +1, +2, vers des filières techniques. Et je me suis trouvé embringué dans ce qui était, en fait, pour moi, la vraie coopération. C'est-à-dire que je suis allé travailler avec ces jeunes. À l'époque, il y avait 72 nationalités différentes dans le lycée. Quelques Gaulois. Pas beaucoup. Et donc, ça a été, moi j'ai enseigné dans le secondaire aussi, mais ça a été une découverte, parce que j'ai vu ce en quoi la société pouvait isoler et stigmatiser, en fait. C'était l'époque où Mme Vallaud-Belkacem était ministre
de l'éducation. Oui, on voit c'est bien prendre des personnes étrangères comme ça, à l'éducation. Et donc elle avait décidé que tout le monde devait marcher du même pas et sous la baguette de la nationalité française. Imaginez le succès face au public qu'on avait, qui voyait défiler les Descola et autres qui leur parlaient justement de leur propre culture. Ça aussi, ça m'a mis dans tous les états, parce que si vous voulez que quelqu'un entre dans vos vues, ben, il faut déjà entrer dans les siennes un peu et savoir à qui vous parlez. Donc nous avons organisé avec le théâtre de la commune, tenez-vous bien, un colloque qui réunissait anthropologues, sociologues et quelques autres collègues en langue, qui plus habitués à des scènes parisiennes, voire germano-pratines, et qui sont venus parler devant les élèves. On avait quand même quelques grands noms. Et l'idée avait été que ces communications étaient entrecoupées de scénettes d'un quart d'heure à peu près. Ces scénettes étaient constituées par les élèves qui interviewaient dans leur milieu familial quelqu'un, généralement ils étaient assez près de l'immigration, ils étaient à génération plus 1, génération plus 2, pour parler de leur pays, de leur... Alors il y avait beaucoup d'Africains, donc c'était relativement facile, parler des croyances, parler de ceci, et c'était mis en scène avec les comédiens. Donc il y avait ces petites scénettes qui duraient 10 minutes, un quart d'heure, et qui posaient des problèmes fondamentaux de la vie, de la mort, etc., mais vus à travers la religion des Dogons ou des choses comme ça. C'était, tout d'un coup, l'anthropologie était en place, et nous étions des spectateurs de scénettes très bien faites et qui nous apprenaient autant que nous apprenions aux autres. Ce colloque a été un succès incroyable, parce que les participants n'étaient plus participants, mais acteurs, et chacun reconnaissait l'autre, reconnaissait sa culture. J'ai travaillé pendant 10 ans avec ce groupe, et c'était un vrai bonheur, parce que à partir du moment où vous entrez dans la culture de l'autre, il va devenir très réceptif à la vôtre. Je l'ai emmené un jour un groupe de ces jeunes, dont le plus petit devait faire 1m85 à peu près, au Louvre. À l'époque où le Louvre ne s'effondrait pas encore. Et donc, je les ai emmenés voir, devinez quoi, les antiquités égyptiennes. Voilà, un collègue me disait, mais t'es un peu malade, ça va pas. Pour vous donner l'idée, je les ai réceptionnés au métro. Le métro rue de Rivoli. Et j'ai vu sortir ces armoires à glace qui étaient perdues. Certains n'avaient jamais mis les pieds dans le centre de Paris. Et donc à ce moment-là, j'ai eu un petit temps d'arrêt, puis l'inspiration m'est venue parce que le numéro de la rue est écrit en gros au-dessus de l'entrée des groupes au Louvre, c'est le 93. Je dis, vous voyez, on est chez vous, on est dans le 9-3, allez hop, on y va. Donc ça a détendu l'atmosphère, tout le monde a bien rigolé, et on est parti. Alors moi je comptais une visite de 3 quarts d'heure, 1 heure, ce serait 3 heures après, on y était encore. Ils en redemandaient. Et l'accompagnatrice que nous avions pris, la prof de philo et moi, par prudence, parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable si jamais il se passait quelque chose, m'a dit, mais ils viennent d'où? Je dis, ben, ils viennent du 9-3. Oh. Mais alors il y a à ce moment-là, il y a eu une grande jeune fille qui a dit, vous voyez, on ne mord pas. Mais quand on veut, on peut. Et effectivement, c'est ce mode de relation un peu rigolard, mais bon, en fait, plus profonde qui m'y paraît, c'est un véritable échange. Et si vous voulez, alors c'est un plaidoyer que je fais, là, je suis plus en train de vous parler de l'archéologie française à l'étranger, mais les choses vont beaucoup mieux quand vous regardez l'autre. Et ça, c'est quelque chose que dans des pays comme des pays méditerranéens, pays arabes, pays asiatiques, on sait faire. Les gens dans la rue vous regardent. Et ici, personne ne vous regarde. Donc, de toute façon, la communication est coupée. Et c'est à ça que l'archéologie sert, dans la mesure où elle est l'outil que l'on offre à des gens pour qu'ils apprennent à connaître eux-mêmes leur propre histoire. Et je n'ai jamais si bien travaillé, quel que soit l'endroit, que ce soit en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Maghreb, au Machrek, je n'ai jamais aussi bien travaillé pour des équipes mixtes avec les collègues du pays qui étaient hyper motivés pour travailler et comprendre. Ça demande un engagement. Alors les jeunes, hein, si vous avez la vocation de missionnaire, c'est ça qu'il faut faire, et je vous assure que la récompense est énorme, incroyable, beaucoup plus que
que ce que l'on pourrait penser, beaucoup plus que toute récompense universitaire que vous serez de toute façon amené à avoir. Voilà. Écoutez, je vous remercie, j'ai été peut-être un peu long, je ne sais pas, mais je suis tout à fait disposé à discuter, parler avec vous autant que vous le souhaitez. Une heure, c'est une heure.